Ah, l'IA, cet outil merveilleux qui permet de tout faire plus vite, mieux et qui va tous nous remplacer. Mais à l'heure de reportages disant tout et surtout n'importe quoi, nous nous retrouvons avec des demandes clients ou de la direction complètement aberrantes. Je veux un chat GPT entraîné avec notre fichier client et qui va préparer toutes les futures propales et toutes les specs de tous nos futurs clients. Alors, ok, mais c'est pas si simple que ça. Nous nous retrouvons à devoir expliquer les contraintes sur la data, les erreurs probabilistes des IA génératives et toute la complexité autour d'un chat sécurisé. Mais alors, comment rendre cela simple ? Quelle data utiliser et surtout où les utiliser ? Pour répondre à ces questions d'orientation, je ne reçois pas Christophe Colomb, mais il s'y connaît en exploration. Pascal, bonjour. Bonjour Bruno. Cosa Vostra. Bonjour, je suis Bruno Soulez, je suis un dev, D-E-V, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Alors Pascal, est-ce que tu pourrais te présenter pour les quelques personnes qui ne te connaîtraient peut-être pas ? Oui, donc moi je suis en charge, donc je travaille pour une start-up qui s'appelle Digitalant, qui a développé un outil IA, un studio d'IA qui s'appelle MIA, moteur d'intelligence artificielle, no code, qui est à destination justement des personnes qui ne sont pas forcément data scientists, mais aussi des data scientists et aussi des DSI. Voilà, donc cet outil... on va un peu en parler tout à l'heure. Il permet vraiment de développer ce qu'on appelle des cas d'usage, ou maintenant on appelle plutôt ça des compétences, puisqu'on va être en capacité de réaliser des opérations que l'humain peut faire. Voilà, et puis pour ma part, moi j'ai 20 ans d'expérience dans la transformation digitale. Et j'ai commencé, comme on échangeait tout à l'heure avec Bruno, sur les réseaux de neurones assez tôt, puisque c'était en 96, dans un cas très particulier qui était la reconnaissance des couches géologiques en forage pétrolier. Okay. Voilà. Tu as toujours été du coup dans le domaine de l'IA Alors non, pas du tout. En fait, j'ai eu deux axes complètement différents. J'ai commencé mes études dans la recherche. Et puis j'ai pas pu, c'était en 92, il y avait des gros problèmes d'embauche d'ingénieurs, tout ça. Donc j'ai dû abandonner cette partie-là pour travailler. Je suis parti dans le monde informatique. Et là j'ai mené une carrière, je suis allé travailler dans des éditeurs de logiciels. Et puis j'ai monté mon cabinet conseil en 2004. Et puis ensuite j'ai continué dans cette branche, dans la transformation digitale. Mais comme j'étais un peu frustré, on va dire, de ce que j'avais pas pu faire forcément dans mes études et tout, j'ai continué en fait sur mes loisirs en fait à continuer à développer. D'ailleurs, je développe encore. J'ai pas perdu la main. Par contre, c'est plus sur les technologies d'aujourd'hui malheureusement. C'est en prod encore ce que tu codes ou Alors j'ai pas de prod. Ça je me suis fait un bac à sable complet. Donc je m'étais monté mes réseaux de neurones à l'époque. Je les ai toujours d'ailleurs. Et puis quand l'XML est sorti, je me suis fait mon propre moteur. Enfin voilà, je voulais dépendre de rien du tout. Bon, aujourd'hui ça n'a rien à voir parce qu'il y a l'open source. Mais à l'époque il y avait pas ça. Et donc ça m'a permis de continuer à travailler là-dessus, faire un peu de recherche, comment ils se comportaient les réseaux, etc. Enfin voilà. Okay. Et donc du coup j'ai pu rencontrer l'investisseur à une époque, l'investisseur qui investit justement aujourd'hui dans la start-up Digitalant, qui m'a demandé de revenir. Et donc là aujourd'hui j'occupe la partie R&D, donc de la R&D. Et puis comme j'ai fait beaucoup de consulting aussi dans ma carrière, je suis côté client aussi. Du coup je fais le grand écart sur un domaine qui me passionne, donc je suis très content. Ouais. Il y a eu quand même du coup de grosses évolutions autour des IA de manière très, très récente, avec l'explosion de GPT, depuis la version 2 grosso modo, donc ça fait un peu plus d'1 an et demi maintenant. Est-ce que pour toi c'est presque, alors j'ai pas à dire péjoratif, j'arrive pas à trouver le terme, mais en tout cas ce focus qui est mis sur les IA génératives, sur les LLM, est-ce que ça pénalise pas un peu tout le travail qui est fait au global sur les IA qui ne se limite pas au LLM ? Alors justement, MIA, lui, qui embarque 60 algorithmes d'intelligence artificielle, donc on a travaillé avec Polytechnique, mais on intègre aussi les algorithmes du marché, tout dans nos codes. Et bien sur toute cette partie-là, effectivement, ce qu'on appelle l'IA Analytics,
Il y a tout un chantier, enfin des possibilités qui sont extraordinaires. Alors l'IA générative avec son grand succès amène à banaliser un peu toute cette partie, donc ça nous sert et ça nous dessert aussi de notre côté, puisque on rencontre quand même en avant-vente des clients ou des prospects qui ont une idée, c'est un peu comme le PDF à l'époque, hein, ça fait tout, voilà. Bah là c'est la même chose, hein, donc on se dit bah, finalement je vais tout faire avec l'IA générative. On a même eu certains qui nous disaient mais pourquoi vous ne vendez pas sur étagère? Donc non, c'est plus complexe que ça répond à certains besoins. Et d'ailleurs, je peux parler d'un cas d'usage qu'on a aujourd'hui. Hein, donc, une grande banque qui nous a demandé est-ce qu'on était en capacité, bon, parce que MIA embarque l'IA générative, hein, privative, donc elle embarque de l'IA externe vers ChatGPT, vers Bard. Donc là, on contrôle ça avec des droits, des habilitations. On va filtrer les prompts aussi pour éviter qu'il y ait des données personnelles à l'intérieur. Donc, c'est vraiment, ça part à l'extérieur. Par contre, l'IA générative privative, qu'on a mis à l'intérieur de MIA. Là, on est vraiment dans son environnement, hein, donc on peut vraiment poser les questions qu'on souhaite. Et donc, cette partie-là permet vraiment de réaliser certaines choses. Et donc, cette banque nous a fourni ses cahiers des charges pour des prestations intellectuelles, en nous demandant, bah, est-ce que vous êtes capable, si je vous donne toutes ces informations, tous ces retours d'expérience, finalement, toutes ces données, est-ce que vous êtes capable de créer, avec l'IA générative privative, un cahier des charges type, voilà. Donc ce qu'on a fait, donc ça c'était pas extrêmement compliqué. Alors juste pour un peu de technique, on a 3 types d'IA générative. Hein. Donc on a l'IA générative brute, c'est-à-dire qu'on va utiliser le LLM tel qu'il est. Ensuite on a une IA générative qu'on appelle une IA générative augmentée, où là on va utiliser les techniques de RAG. Hein, donc la technique de RAG, c'est en fait, j'ai des documents, là par exemple c'est les cahiers des charges du client, on va les mettre dans une base de connaissances, et en fait on va aller augmenter le prompt. Quand on va taper le prompt à l'IA générative, par exemple je souhaite faire un cahier des charges sur, je sais pas, un consultant en Power BI, à ce moment-là il va aller regarder au niveau d'autres algorithmes d'IA sur le texte, il va aller sortir les extraits de texte des différents documents. Et donc, il va dire à l'IA générative, construis-moi un cahier des charges pour des prestations IT, par exemple, mais appuie-toi sur ces paragraphes, ces paragraphes, ces paragraphes. Okay. Donc, du coup, on est capable déjà à ce niveau-là de spécialiser, finalement, de l'IA générative. Mais donc, du coup, c'est une IA qui fait appel à d'autres IA, c'est ça? Exactement. Et c'est tout le sujet qu'on verra tout à l'heure. C'est qu'une seule IA, ça fait une compétence. Mais ce qui est intéressant, c'est de pouvoir les coupler. Donc là, on a effectivement sorti le cahier des charges de cette façon-là. Puis on a une dernière IA générative qu'on appelle IA générative spécialisée, où là, on ne va pas aller chercher les paragraphes, on va réentraîner le LLM avec les données du client. Alors là, je dis tout de suite, hein, au niveau de l'infrastructure et la nécessité d'avoir des machines extrêmement puissantes, on est complètement dedans. Là. Ouais. Donc là, les oui, parce qu'à partir du moment où tu refais un entraînement, il faut que déjà tu aies des données propres, préparées, labellisées. Exactement. Et effectivement, tu as tout le process d'entraînement qui va avec. Voilà, et puis les LLM, c'est 7 milliards d'entrées, 13 milliards. Voilà, donc ça, il faut de la mémoire déjà. Et puis après, il faut du GPU. Hein, donc Nvidia se frotte les mains avec AMD. Au niveau des cours de bourse, ils n'ont pas de soucis en ce moment. Hein. Ouais. Tout le monde veut acheter leur carte. Et puis, il y a toute une industrie qui se crée autour aussi, avec les préparateurs de données notamment, avec les gens qui vont aussi faire tous les cas de toutes les différentes phases d'entraînement. Enfin, c'est un... Tout à fait. Il y a tout un business de ce côté-là. Donc, si je reviens juste pour finir sur le cas d'usage, en fait, une fois qu'on avait le cahier des charges, ce qui était intéressant, c'est de pouvoir prédire, parce qu'on l'avait dans le dataset, hein, dans le jeu de données qui nous a été fourni, prédire le profil qui sera retenu. C'est pas forcément celui qui est demandé. Ouais. Voilà, là, c'est pas une IA générative qu'on entraîne, hein, c'est de la prédiction, des algorithmes de prédiction, de classement, retenir les fournisseurs qui pourraient répondre, puisque on va taper dans le panel, mais finalement lesquels sont le plus à même de répondre, et puis le coût final, parce que peut-être que dans le cahier des charges, on a demandé des choses qui ont un tarif plus élevé sur le marché ou moins élevé, peu importe, et donc on va prédire tout ça. Et donc pour un service des achats, c'est extrêmement important tout ça. Donc du coup, on s'aperçoit, qu'est-ce qui se passe là? On a de l'IA générative qui va générer un cahier des charges. Ce cahier des charges va nourrir finalement de l'IA Analytics pour aller prédire le profil, prédire le tarif, prédire les fournisseurs qu'il faut consulter. Donc là, on voit bien déjà l'enchaînement.
Et on voit bien que l'IA générative ne fait pas tout. Mais alors du coup, la question ce serait, est-ce qu'il n'y a pas un risque à ce que... alors, j'en vois deux déjà pour commencer. Le premier, je ne sais pas si tu avais vu ça, mais c'était il y a longtemps, c'était il y a plus de 10 ans. Google avait fait un algorithme pour analyser tous les CV entrants versus toutes les personnes qui sont chez Google et qui progressent chez Google. Et en fait, il y avait un problème, c'est que chez Google, il y avait du sexisme, il y avait une espèce de racisme. En fait, c'est que si tu étais un homme blanc ou un homme asiatique, tu avais plus de chances de progresser que si tu étais un homme noir ou même une femme noire. Et du coup, en fait, l'algorithme, en se basant sur les carrières qui avaient progressé chez Google, en fait, ne faisait que sélectionner des hommes blancs et des hommes asiatiques parce que c'était ceux qui performaient le mieux. Donc tu vois, il y a un biais. Il y a un biais induit qu'ils n'avaient pas forcément perçu, mais qui a été répliqué à grande échelle derrière. Et la deuxième question, ce serait sur entre guillemets, la dégénérescence, le fait d'avoir une IA qui fait appel à de l'IA avec des choses générées par de l'IA qui vont après être analysées par d'autres IA. On sait, il faut retravailler quand une IA générative te sort un truc. En général, il faut repasser derrière. Complètement. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, du coup, quand tu enchaînes les IA les unes après les autres derrière, comme ça, un travail qui est sorti par l'une qui va être analysé par l'autre, est-ce qu'il n'y a pas une perte de qualité, tu as une espèce de pourrissement qui se fait petit à petit dans le... Alors, dans le cas présent que je présentais là, non, parce qu'en fait, les clés sont rentrées dans un formulaire. C'est-à-dire, par exemple, on va rentrer les compétences qu'on cherche, le domaine dans lequel on cherche, et puis... le nombre de jours qu'on souhaite sur la prestation. Donc ça reste intrinsèque. L'IA générative ne change absolument rien là-dessus. Elle va plutôt enrober cet ensemble avec du résultat. Et donc sur quoi on va s'appuyer après pour prédire, c'est vraiment là-dessus. Okay. Alors l'entraînement se fait sur du vrai et pas sur du... Voilà. Donc ça a donné des résultats et c'est assez bluffé. Et d'ailleurs, pour éviter les biais, puisque le biais est aussi humain, comme on peut le voir, sur les achats, typiquement, c'est j'ai l'habitude de travailler avec cette société, je vais plutôt la favoriser. Donc ça, les achats n'aiment pas trop ce genre de choses. Ils préfèrent vraiment laisser le marché finalement parler et s'exprimer pour véritablement avoir la meilleure offre. Donc là aussi, ça va être une reprise un peu en main des achats de cette partie-là. Donc c'est assez intéressant. Après, j'ai un autre exemple d'enchaînement de compétences ou d'IA, on va dire. On a eu une demande sur le marché africain pour digitaliser en fait le remboursement des médicaments. Donc en Afrique, le remboursement se fait si tu envoies en fait soit la notice ou soit la boîte de médicaments. Donc là, c'est un peu compliqué à digitaliser. Donc on a enchaîné, en fait, on prend l'ordonnance. Donc là, on va extraire les médicaments qui ont été prescrits. Donc ça, c'est déjà de l'OCR, donc c'est déjà un algo d'IA. Ensuite, on prend une photo, enfin l'assuré prend une photo de la boîte. De là, on va extraire aussi les informations, est-ce que c'est de Doliprane, combien c'est, etc., dosé, etc. Ça, on va comparer à l'ordonnance. Puis ensuite, on va prendre cette boîte de médicaments et puis on va la comparer à une banque de données d'images de médicaments, puisque au niveau marketing, on a toutes sortes de possibilités. Donc là, on fait de la similarité. Donc ça, c'est encore un autre algorithme d'IA qui travaille. Et puis ensuite, on va demander à la personne en streaming, donc en direct, de prendre la boîte, de la tourner pour montrer qu'évidemment, c'est pas qu'une seule face. Puis on va faire des contrôles sur la première face aussi par rapport à tout ce qu'on a vu avant. Et ensuite, on lui demande de déchirer la boîte. Et là, on va analyser 192 gestes pendant qu'il fait ça. Donc, il fait semblant de déchirer, on sait qu'il fait semblant, etc. Et en fait, toutes ces données, le résultat de ce qu'il y a eu, comparaison, ordonnance, extraction médicaments, similarité, gestes, tous les gestes qu'on a analysés, ça va devenir un jeu de données pour détecter la fraude. Voilà. Donc en fait, c'est vraiment toute cette partie-là, et ça, c'est ce qu'on en discutait un petit peu tout à l'heure ensemble en aparté, mais quand ChatGPT est sorti, donc c'était vraiment la révolution. Donc j'avais lu un article de Liane Lecum, donc qui s'occupe de Meta, qui avait regardé et qui avait dit justement, finalement, il n'y a rien de révolutionnaire, par contre l'ingénierie est extraordinaire. Donc ce qu'il faut bien voir, c'est que tous les outils que l'on a aujourd'hui en IA, on peut les combiner pour arriver à faire des choses particulièrement intéressantes. Et c'est plutôt dans ce sens-là qu'on va faire, et c'est pas parce qu'il n'y a pas d'IA ou qu'on a utilisé un algorithme qui marche très bien en programmation et qui a donné des bons résultats et qu'on le couple avec de l'IA, c'est super. Donc c'est plutôt cette intelligence-là qu'on va aller chercher
plutôt que d'essayer de tout faire avec ChatGPT ou Bard ou un LLM quelconque, quoi. Mais alors donc du coup sur cette solution MIA, donc vous avez, alors, tu nous disais à peu près un peu plus de 60 algorithmes qui sont, qui sont implémentés. Comment est-ce que tu fais ce routage d'un algorithme à un autre? Est-ce que vous avez une IA du coup qui route la demande en fonction des trucs sur les différentes IA? Ou est-ce que c'est manuellement, il faut du coup choisir le type d'IA que tu veux utiliser et donc savoir qu'est-ce qui est plus efficace sur chaque usage? Alors, sur le mode cas d'usage ou compétence, comme on l'appelle maintenant, en fait, chaque flux ou chaque type d'IA a tous ses algorithmes. Et MIA, en fait, va aller, quand on a choisi, par exemple, je sais pas, des séries temporelles, va aller entraîner les 16 algorithmes pour trouver celle qui va répondre le mieux aux besoins. Donc elle va, avec des paramètres, des indicateurs, on va être capable de voir laquelle est la meilleure. Voilà. Et donc d'ores et déjà, à ce niveau-là, donc sans que le data scientist développe des algorithmes en Python, sans que le métier se dise qu'est-ce que je vais faire avec mes données, on a la capacité déjà de montrer qu'il y a peut-être un algorithme qui a appris quelque chose. Alors attention, après il faut travailler dessus, le tester, hein, c'est pas magique. Par contre, pour le métier, ça lui donne la possibilité de tester et de voir qu'effectivement, il y a des algorithmes qui ont fonctionné. Ce qui peut donner aussi l'IA, c'est quelles sont les variables à l'intérieur de mon jeu de données qui ont influencé le modèle. Il a appris quelque chose, il a appris, je sais pas, à déterminer un prix, par exemple, à prédire un prix. Quelles sont les différentes variables qui ont été utilisées là-dessus et leur importance. Ça, au niveau marketing, par exemple, sur un churn client, c'est extrêmement intéressant. C'est-à-dire que je vais regarder, finalement, c'est plutôt les personnes d'un certain âge, ou c'est plutôt les personnes qui habitent au niveau géographique, ou c'est des personnes en fonction de leur salaire, en sachant qu'on n'utilise aucune donnée personnelle dans les jeux d'entraînement, tout simplement parce que ça ne nous sert à rien, déjà, pour commencer. Et puis d'ailleurs, il y a le GDPR, donc voilà, donc là-dessus, on ne fait pas. Donc ça veut dire que finalement, pour le métier, je peux arriver à une expérimentation assez rapide. Et ça, c'est notamment, on a travaillé avec Berkeley là-dessus, l'université de Berkeley, qui nous a beaucoup aidé sur le nettoyage des données, sur préparer ces données avant d'aller sur les modèles d'intelligence artificielle, parce qu'on peut révéler pas mal de choses là-dessus. Et puis, ça sert évidemment aux data scientists, parce qu'au lieu d'aller programmer, 16 algorithmes pour voir lequel est le bon en Python, là, il sait tout de suite à peu près les 5 premiers qu'il va pouvoir paramétrer, changer les hyperparamètres pour aller affiner le modèle ou qu'il soit plus performant, quoi. Donc c'est en fonction du type de données que je vais mettre dans le système, ça va me router déjà vers ça, un subset d'algorithmes. Tout à fait. Et du coup, tu vas tester les X algorithmes du subset, et donc j'ai les X résultats, et je choisis du coup parmi le... Exactement. Ok. C'est ça. Donc en fait, il va tous les entraîner pour voir quel est le meilleur. Et donc ça, c'est possible aussi en production. Alors juste parce que tu utilises le terme « entraîner », c'est-à-dire qu'on n'est pas juste sur je mets mes données dans un... je prends un exemple grossier, mais je prends mon tableau Excel, je le mets dans le ChatGPT et je lui dis « fais-moi une analyse du tableau ». Là, tu parles vraiment d'entraînement, c'est-à-dire que c'est pas juste une requête. Non, là, c'est vraiment l'algorithme qui va apprendre. Par exemple, tu as de multiples données. On parlait du churn, par exemple. Donc tu sais que ce client-là, il est parti à telle date, donc tu as toutes ces données. Tu vas essayer d'apprendre à l'IA, donc avec certains algorithmes, à déterminer la possibilité que celui-là parte ou pas, donc fasse un churn ou pas. Et donc là, il s'entraîne effectivement. Et donc il apprend, et des fois il n'apprend pas. On a des jeux de données qui ne parlent pas. Enfin, je veux dire, au niveau de l'IA, ils ne donnent rien. Donc ça, les clients sont souvent déçus parce qu'ils ont l'impression que dès qu'on donne quelque chose, ça va sortir. Bon, c'est assez rare quand même, mais lorsqu'on est bien en qualité, on a mis bien en qualité les données, qu'on est bien sur un besoin bien identifié auprès du métier, en général, on trouve le modèle apprend bien, quoi. Voilà. Alors du coup, justement, tu parles de cette notion de préparation de données. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut quand même avec MIA, il faut quand même avoir des données qui soient suffisamment structurées, propres, je dirais même avec l'IA. Oui.
Avec l'IA, il faut vraiment avoir des données. Avec l'IA, c'est indispensable, effectivement. Mais du coup, même avec votre outil, tu peux pas passer outre cette étape. Alors on est capable de mettre en qualité les jeux de données quand même. Hein. Et donc on est aussi capable de mettre en qualité, c'est-à-dire que, alors on fera pas la qualité métier, c'est-à-dire que par exemple, si une donnée, le métier, cette donnée provient d'un système d'information, mais on connaît pas la date forcément, ou il y en a plusieurs, là on pourra rien y faire. Par contre, si elle n'est pas de qualité au sens, il y a des données manquantes, il y a des doublons à l'intérieur, il y a plein de choses comme ça, des valeurs aberrantes, MIA, en automatique aussi, est capable de les supprimer. Okay. De toute façon, pas de valeurs manquantes quand on se présente devant de l'IA. Hein, il faut les enlever, donc voilà. Donc ça, MIA prend en charge et est capable aussi d'enrichir le jeu de données. C'est vrai qu'on ne regarde pas assez souvent. Au niveau de nos clients, on leur fait des démonstrations. On a fait des démonstrations à un client où on lui a fait un jeu complètement en open data par rapport à son métier. Donc c'est un métier un peu particulier, mais tout en open data. On n'a pas eu besoin qu'il nous fournisse des informations pour lui trouver ce qu'il souhaitait. Donc il y a aussi cette façon de pouvoir compléter les jeux de données que nous fournissent nos clients au travers de MIA. Typiquement, si on veut prédire le prix, de bijoux en or, par exemple, pour un bijoutier, sur ses fournisseurs, on va lui associer dans ses données, on va lui mettre le prix des cours de l'or, par exemple, puisque ça, c'est quand même important, ça va rentrer dans les marges des fournisseurs et tout ça. Donc voilà, donc on a cette capacité aussi d'enrichir le dataset et ensuite de le travailler. Ok. Comment, du coup, s'est passée la construction d'un outil pareil ? C'est-à-dire que comment tu choisis du coup les algos que tu implémentes? Comment tu fais pour avoir... Parce que du coup, de ce que je comprends, on n'est pas juste sur un appel d'API vers un service externe. Tu as des modèles qui sont embarqués. Oui. Tu parlais aussi des notions de RGPD, donc on sent qu'il y a aussi un attrait, il y a un intérêt important sur ces sujets de la gestion de la donnée. Donc j'imagine que tu as en plus peut-être des environnements qui sont silotés entre chaque client pour éviter toute porosité d'informations. Ça, c'est clair. Comment tu structures ton développement, ton application pour un système pareil? Alors, l'outil est architecturé, donc il est containerisé, et il s'appuie sur des microservices. Donc, comme on peut le déployer en SaaS, on est en capacité de développer des tenants, donc qui permettent de cloisonner en fait les différentes parties. C'est vrai qu'au début, on s'est lancé sur cette architecture, donc on est compatible. Nous, on a un contrat avec AWS, par exemple, sur l'extérieur, et on a nos propres serveurs. Parce qu'il y a des clients qui ne souhaitent pas du tout que leurs données partent, même en Europe. Donc voilà, donc on a nos propres serveurs avec MIA installé dessus. Donc c'est tout à fait portable. Et ce que l'on voit, c'est que la partie SaaS, aujourd'hui, est moins demandée sur ça que le on-premise. Donc on est capable d'installer, et les premiers clients que nous avons installent MIA chez eux. D'abord pour deux raisons essentielles, tu l'as dit, la confidentialité des datas, ils ne veulent pas que ça sorte, ils ont bien compris la valeur que pouvaient avoir leurs données. Et puis la deuxième chose, c'est la proximité des données. Alors je ne dirais pas qu'il faut toujours énormément de données pour entraîner un modèle, ça dépend du cas, mais avec 300 lignes, on peut aussi avoir des très bons résultats. On n'est pas obligé d'avoir des... Ça aussi, ça... Mais j'ai pas beaucoup de données. Ça veut dire quoi, pas beaucoup de données? J'ai un fichier qui fait 300 lignes. On va le tester. Voilà. L'idée de MIA, c'est vraiment ça. C'est l'expérimentation très rapide, être capable d'aller, par exemple, retirer une variable, regarder ce que ça donne, changer la qualité, trouver un autre cas d'usage d'ailleurs, puisque la variété d'algorithmes permet véritablement d'aller faire soit du classement, de la prédiction, du clustering, ça c'est très recherché aussi pour faire émerger des groupes, des familles, notamment au niveau des clients. Est-ce que j'ai vu que mes clients se répartissaient de la même façon? On va demander à l'IA de nous présenter quelque chose, ou de la détection d'anomalies. Voilà. Sur la détection d'anomalies, on a eu un cas très, très intéressant, c'est que un client nous a dit, moi je paye des factures, j'ai des milliers et des milliers de factures chaque année, et j'aimerais voir si l'IA peut me sortir des factures qu'on aurait payées, qui ont des anomalies finalement, puisqu'il y a quelque chose qui a changé, et mon processus n'a pas su l'intercepter avant. Ce qu'on a fait, effectivement, c'est assez intéressant. Ok. Comment est-ce que vous gérez du coup aussi parce qu'on sent qu'il y a quand même une gestion de données assez critique. Les IA sont plus ou moins qualitatives. Il y a cette notion d'hallucination des IA qui parfois imaginent un résultat ou vont en fait partir dans des directions qui ne sont pas du tout justes. Comment est-ce que tu peux estimer
tu vois, quand tu dis tout à l'heure que tu as 16 algorithmes qui vont être entraînés sur une donnée et on va choisir la meilleure, comment tu fais pour éviter ce genre de dérive? Alors là, on se rapproche toujours du métier. C'est le métier qui connaît son activité et donc il connaît les limites de son modèle. Et donc à partir de là, MIA permet au métier d'insérer des règles métier. Donc en production, par exemple, là on met en production donc une banque qui nous a demandé de prédire leur niveau de cash, donc par rapport à leurs agences. Et donc à partir de là, ce qu'ils nous mettent dedans, c'est il y a quand même une interface manuelle où à partir d'un certain seuil, ils interviennent. Donc soit ils interviennent pour contrôler ce que dit l'IA, soit ils modifient ce qu'a donné l'IA. Donc c'est toujours le métier et l'humain qui vont fournir les zones de contrôle. Donc il n'y a pas d'automatisation sans que le métier soit OK là-dessus. Donc effectivement, les modèles IA, quand il n'a pas appris, qu'il reçoit un jeu de données qu'il ne connaît pas, il y a cette possibilité qui passe un biais ou une hallucination par exemple. Donc là on passe systématiquement par les règles métiers qui vont encadrer toute cette partie-là. Et alors c'est très intéressant cette partie parce qu'au début finalement on nous dit mais oui mais bon, j'en parlais tout à l'heure, j'ai des données, il faut les labelliser. Bon, oui, il faut les labelliser, c'est-à-dire que chaque fois que j'ai, alors je prends pour les images, mais quand j'ai une image, il faut que je dise si par exemple je ne suis pas une pièce automobile est conforme ou non conforme. Donc je suis obligé de taguer toute cette partie-là. Et certains de nos prospects et clients nous disent mais finalement j'ai pas trop de données, j'ai pas ce genre de choses, est-ce que je peux commencer à faire de l'IA? Alors on leur répond mais faites-le tout de suite parce que tous les jours lorsque vous traitez ce type de dossier, donc vous n'avez pas l'IA qui vous aide, mais on pourrait vous présenter des modèles et vous pourrez dire c'est bon, c'est pas bon. Et du coup vous commencez à constituer votre patrimoine d'entraînement, de jeux de données, et vraiment là c'est le vôtre, parce que quand vous cochez c'est ça, alors évidemment on ne va pas faire reconnaître pour qu'un robot ramasse des poires mûres ou pas mûres, c'est vraiment le métier, le cœur de métier du client, et là vous constituez un patrimoine au niveau de l'IA qui va valoir énormément cher plus tard. Si vous ne l'avez pas, forcément les autres l'auront pour vous. Et du coup cet aiguillage d'une IA à une autre, du coup, ne se fait jamais de manière automatique. C'est ça que tu dis, en fait. C'est que quand il y a un élément qui est ressorti par une IA, il y a un humain qui va, entre guillemets, le juger, la juger, le juger, juger le résultat, et pourra décider après, peut-être, d'envoyer ce résultat sur un autre algorithme pour avoir une autre analyse. Tu vois, dans les cas que tu évoquais, notamment sur ce cas des médicaments en alors Afrique. Non, là, par contre, c'est automatisé à l'intérieur. Donc on construit plutôt un agent à ce moment-là. D'accord. C'est-à-dire que lui, il va récupérer, et c'est l'algo final qui va se prononcer. Par contre, chaque fois à la fin, il y a le métier qui va indiquer ses barrières. Donc au début, sur les médicaments, forcément, on va mettre un humain en permanence. C'est-à-dire qu'il va aller regarder qu'est-ce qui est de la fraude, qu'est-ce qui n'est pas de la fraude, puisqu'on n'a pas d'historique quelque part de données là-dessus. Et donc c'est à partir de là que progressivement, l'IA va le soulager, l'aider. Et puis surtout, il va voir les comportements que ça peut avoir, parce que la variabilité est très importante là-dessus. Voilà, donc c'est plutôt dans cette approche-là. C'est pour ça que les projets d'IA, c'est des projets, je dirais pas à long terme pour les mettre en production, mais pour bien travailler avec, au niveau de l'organisation, au niveau des moyens qu'on met en place, et la conduite du changement, justement ce que disait Marie, qui était très importante, on la retrouve partout. C'est fondamental. Mais du coup, cette notion d'agent que vous créez, encore une fois, c'est entre guillemets un travail humain. C'est-à-dire que l'agent, il est construit par un ou plusieurs êtres humains qui disent, voilà, on passe par cet algorithme-là pour faire ça, puis par celui-là, si on a rempli telle condition, et ainsi de suite. C'est pas, ce que je veux dire, c'est que t'as pas dans MIA une capacité d'avoir une IA qui va décider d'elle-même, de prendre un jeu de données tabulaire, de le passer dans un BI, et puis après de prendre le résultat et de le mettre à tel endroit. Aujourd'hui, on n'est pas encore là, sauf effectivement sur les cas d'usage standards que l'on a, où il y a une seule algo qui est entraînée, un seul cas. Là, oui, là, c'est automatisé du coup. Mais c'est à la fin que le métier décide s'il va mettre, quels sont les garde-fous qu'il met dessus, et quel est le niveau d'automatisation qu'il accepte. Quand j'ai été dans la reconnaissance des documents là, au niveau industriel, au début, on met les compteurs à 0. C'est-à-dire on part du principe qu'il ne va pas reconnaître. Voilà. Et donc là, on met de l'humain dessus
pour aller regarder si effectivement c'est ça. Puis le niveau de confiance augmente parce que la chaîne de qualité se met en place. Voilà, c'est un peu dans cette approche-là qu'on le fait. Ok. Voilà. Est-ce qu'il y a, du coup, avec cette myriade d'outils, est-ce qu'on a une capacité, du coup, maintenant, à avoir des données qui soient extrêmement hétérogènes, d'avoir aussi bien du tableur que du texte, que de l'image, et d'envoyer tout ça comme ça, pêle-mêle, et on laisse, du coup, le tri se faire? Ou est-ce qu'il y a quand même, tu vois, une nécessité d'être assez précis ou catégorisé? Alors aujourd'hui, on prend en charge en fait dans nos projets, hein, notamment j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais pour un cas, on a mis en place en microservice une blockchain aussi pour aider le client à prendre les informations à la fois de son organisation, mais aussi de ses fournisseurs, hein, pour avoir un niveau de confiance. C'était notamment dans toute la partie RSE, décarbonation, toute cette gestion. Qui permet d'avoir des certificats de recyclage qui prouvent effectivement qu'on a bien réalisé la décarbonation. Voilà. Donc là, on avait mis en place cette partie-là. Donc avec les données externes, plus ces parties-là, on est capable d'agglomérer des données qui sont hétérogènes dans la structure. Alors en général, ce sont des données qui sont dispersées ou qui ne sont pas encore digitalisées, qu'on va digitaliser. Par contre, sur le cœur métier du SI, là, c'est la DSI qui fournit les datas. Hein. Donc là, c'est dans les contraintes DSI, avec les normes, etc. On ne va pas modifier ce type-là. Hein. On s'appuie vraiment sur leur expertise et sur ce qu'ils font, quoi. Ouais. Et est-ce que du coup, il y a une rationalisation, c'est-à-dire que les entreprises réalisent que ChatGPT, c'est pas l'outil merveilleux et qu'en fait, il y a quand même encore beaucoup de travail à mener pour utiliser ces outils correctement? Et qu'il y a des choses qui sont faisables et d'autres moins faisables? Ou est-ce qu'au contraire, ça donne un arbre des possibles qui est encore plus vaste que ce que les gens peuvent croire avec ChatGPT? Alors, déjà, ChatGPT, ça a amené du shadow IT. C'est-à-dire que voilà, on va utiliser ChatGPT. Nous, on a entendu des choses dans le cadre professionnel. Je reçois un rapport marketing de mon client. ChatGPT m'aide énormément. Alors là, au niveau confidentialité, on est complètement en dehors. Donc la première consigne que nos clients ont donnée, c'est n'utiliser jamais dans le cadre professionnel le ChatGPT si ce n'est pas encadré par la DSI reconnue ou vous avez les habilitations pour. Ne diffusez aucune information de société à l'extérieur parce que de toute façon, ça peut faire au niveau concurrentiel de la récupération, etc. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est qu'est-ce qu'on est capable d'en faire et est-ce qu'au niveau privatif, on est sécurisé. Donc on est plus sur le fait de dire je ne vais pas donner mes données que sur le fait que je vais l'utiliser tout de suite. Et après, il y a des expérimentations qui sont faites, mais nous, on n'en voit pas. C'est plutôt, comment dirais-je, isolé, quoi. Hein, on ne voit pas un déploiement massif. Ils sont très prudents, nos clients. Donc, ils vont aller regarder. Une fois que c'est privatif, on est sûr que... Alors, on va commencer à regarder ce qui se passe à l'intérieur. Donc, je pense qu'il y a une vitesse dans la sortie des bars, des compagnies Gemini, ChatGPT et autres, et Claude, là, qui progressent énormément, grand public. Par contre, à l'intérieur des sociétés, c'est plus mesuré. Hein. On attend de voir pour être sûr de ce qu'on va faire, quoi. Et est-ce que c'est vraiment de la précaution de leur part? Parce que tu vois, c'est ce que je disais en intro, moi j'ai quand même l'impression que avec tous les reportages, tous les articles qui sortent autour de ChatGPT dans le grand public, il y a cette impression en fait qu'on peut tout faire avec ChatGPT et que je peux copier-coller mon tableau Excel ou toute ma base de données de tous mes clients et de tout leur historique chez moi et je peux poser une question à ChatGPT pour le prochain client et il saura me répondre. Et puis c'est juste qu'il y a un moment où tu te confrontes à la réalité qu'en fait ça marche pas comme ça. Tu vois, est-ce que c'est vraiment de la précaution ou c'est juste une méconnaissance de ces outils-là et qu'à un moment ils se confrontent à une réalité qui est qu'en fait on peut pas faire ce qu'ils ont envie de faire, en tout cas pas aussi facilement que... Exactement, c'est pour ça qu'on fait des initiatives, nous on fait des pré-POC, hein. C'est toujours pour bien prendre en compte ce que souhaite le client et après on lui présente ce qu'on a obtenu. Donc quand on n'obtient rien, ce qui arrive, on lui explique pourquoi. Hein. Par exemple, on avait un client, il aurait dû nous fournir, je ne sais plus, 10 puissance 28 fois le dataset qu'il nous a donné pour qu'on puisse l'entraîner, quoi. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il n'y a pas de variabilité à l'intérieur des données suffisante pour qu'une IA y arrive. D'ailleurs, l'humain lui-même n'y arrive pas. Donc l'IA, je ne vois pas comment elle pourrait y arriver. Voilà. Et donc c'est ce qu'on démontre.
Mais après, c'est purement mathématique aussi, hein. On peut voir la variabilité qui donne là-dessus. Donc sur cette partie-là, voilà. Et puis après, on a aussi, moi j'aimerais bien faire, je vois mon fils ou ma fille qui a fait un résumé de texte avec ChatGPT, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Est-ce que je pourrais l'avoir moi aussi au niveau professionnel, avec toutes les contraintes qu'il y a autour, voilà, des normes, des lois, des réglementations, et de la confidentialité, bien sûr, qu'il y a tout autour. Donc c'est bien ce qu'on a. Et donc montrez-nous ce qu'on peut en faire, d'où le fameux cahier des charges, l'expérimentation qu'on a fait là récemment. Du coup, au-delà, c'est peut-être pas forcément le cas, parce que vous avez, j'imagine, pas que des IA génératives. Ah non, pas du tout. Non, les 60 algos, c'est pas des IA génératives. Autrement, on a les 3 IA génératives que je t'ai citées. Hein. Donc l'IA LLM brute, privative. Et puis l'IA MIA générative augmentée avec ce qu'on appelle le RAG. Donc je m'appuie sur une base de connaissances et je spécialise un peu les réponses du LLM, ce qui permet à moindre coût, au niveau infrastructure, de pouvoir personnaliser finalement quelque chose qui a été appris sur un peu tout le web, on va dire, enfin toute la connaissance qui est aujourd'hui disponible. Et puis on peut les spécialiser, donc les réentraîner. C'est ce que OpenAI sort avec ses ChatGPT spécialisés, voilà, donc spécialisés en cuisine, etc. Bon, voilà, il va réentraîner là-dessus. Mais ce qui est derrière, c'est surtout les données, quoi. C'est-à-dire, donnez-moi vos données pour lesquelles je ne peux pas accéder, que je n'ai pas pu accéder, pour être encore plus pertinent sur l'ensemble. Et donc, dernière interview de Len LeCun là-dessus, on a atteint le niveau maximum disponible en qualité au niveau document. Et lui, il est plutôt sur la vidéo. Parce qu'il dit que finalement, un enfant apprend beaucoup plus vite avec de la vidéo qu'avec du texte. Il a raison. Alors après, le gigantisme des machines qu'il faut mettre derrière, je ne sais pas trop où ça va nous mener. C'est une autre problématique. Ouais. Non, ma question, c'était sur le... c'était un exemple que je te donnais avant qu'on commence l'enregistrement. Moi, j'ai eu le cas d'un directeur d'entreprise qui me racontait que il mettait son bilan comptable dans ChatGPT pour poser des questions à ChatGPT sur son bilan comptable et du coup avoir des analyses sur les chiffres et compagnie. Ce qui est intéressant comme démarche, mais du coup je lui ai quand même expliqué que les chiffres que va sortir ChatGPT ne sont pas forcément des calculs justes, parce qu'en fait ChatGPT c'est une probabilité et donc en fait il ne fait pas le calcul réellement. Quand tu lui demandes de faire une multiplication, il ne fait pas le calcul, il te donne un résultat qui d'après lui est probable de par les différentes variations de chiffres qu'il a pu faire. Et je vous invite d'ailleurs, vous auditeurs, à faire le test. Demandez à ChatGPT de vous faire 2 x 2, il vous fera le bon calcul. Mettez-lui 2 chiffres deux nombres à 4 chiffres, pardon, et vous verrez qu'il vous donne un résultat qui peut paraître juste. En général, les premiers et derniers chiffres sont justes, mais tout le milieu du chiffre est entièrement faux, parce qu'en fait, il fait une probabilité d'un chiffre qui semblerait pouvoir être potentiellement la réponse. Du coup, ma question, c'était sur tous les algos que vous avez en plus toutes les données que les clients vous donnent pour entraîner ces modèles-là. Comment est-ce que tu t'assures de ne pas avoir justement ce genre de... Je ne sais pas si on est dans le cadre de l'hallucination ou pas des IA. Je ne sais pas si ça correspond à ça. On est au moment des performances aussi. Et puis surtout, là, je pense qu'on utilise des algorithmes qui ne sont pas forcément qui ne sont pas forcément faits pour. Comme tu le disais, on est plutôt dans les domaines de mathématiques et des choses comme ça. Plutôt que là, on est plutôt dans du texte, du LLM. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. C'est pour ça qu'il reconnaît des séquences de caractères et pas des nombres, au sens mathématique du terme. Donc là, véritablement, je reviens sur ce que je disais sur ChatGPT, c'est qu'il faut l'associer à d'autres algorithmes qui ne sont pas forcément des IA pour être performants. Il ne faudrait pas que l'IA nous fasse oublier je ne sais pas combien d'années d'histoire qui font que les choses ont été stabilisées à certains moments et ça peut toujours servir. De la reconnaissance de caractères, ça peut être très bien fait par de l'IA, mais on a aussi, on peut très bien en reconnaître au niveau sémantique, le pur algorithme informatique. S'il a donné de qualité et que c'est écrit correctement, on n'a pas besoin d'IA. Après, si c'est des lignes factures qu'on a tapées à la main rapidement ou que l'outil de reconnaissance a confondu des caractères, alors là, on va passer avec de l'IA parce qu'elle est insensible quelque part à ça pour classer les factures. Voilà, mais il faut savoir, en fait, c'est exactement ça. Je ne vais pas planter un clou avec une perceuse. Voilà, si on revient vraiment au niveau outils, l'IA, ce sont des outils qu'il faut savoir utiliser. On retombe là-dessus. Oui, les fameuses machines experts qui fonctionnent très bien dans plein de cas. Pourquoi pas, si on arrive à modéliser le cas d'usage avec ça, c'est parfait.
Je reviens sur ce que tu évoquais tout à l'heure sur l'enrichissement de données. Comment est-ce que... Parce que moi, j'ai reçu quelqu'un un des cofondateurs de Kilik. Click. Non, Kilik, je crois, le préparateur une entreprise qui fait de la préparation de données. J'ai peut-être plus le nom de la boîte. C'est peut-être Click. Click, c'est plutôt comme un concurrent de Power BI, par contre. Alors non, du coup, je crois que c'était vraiment Kilik, une entreprise française qui fait de la préparation de jeux de données pour de l'IA. D'accord. Et il évoquait le fait que si on utilise de l'IA pour labelliser de la donnée pour entraîner de l'IA, il y a cette mécanique de pourrissement, en fait. Bah oui, tu as des erreurs qui se généralisent. Donc toi, tu disais tout à l'heure que vous avez une capacité justement à faire de l'enrichissement de données ou du nettoyage. Ouais. Comment tu peux faire ça avec de l'IA sans que ça pénalise la qualité finale de ce qui va être... parce que le but, c'est d'entraîner une autre IA derrière, donc il y a une espèce de cercle qui se fait, non? Comment... Ouais, alors, les premiers éléments, c'est qu'en fait, on va... déjà, la première chose que tu indiques là, qui est très importante, c'est qu'au niveau de l'IA, on va essayer de se rapprocher le plus près de la valeur des données brutes. C'est-à-dire, au plus elles ont été travaillées, notamment dans les systèmes de BI, au plus on va perdre les signaux faibles, au plus on va avoir pas de mauvais résultats, voire même pas du tout de résultats. Donc on veut vraiment de la valeur brute. Et une fois qu'on a cette donnée brute, on va effectivement l'entraîner. Mais est-ce qu'on va donner le résultat de l'entraînement directement dessus pour la moyenner, par exemple? On peut faire la moyenne sur les données. On peut faire la médiane sur des données numériques. On a aussi la capacité de pouvoir compléter ces données manquantes avec des algorithmes de machine learning. Et là où la puissance de MIA, c'est qu'on peut tester tous ces cas-là très rapidement. Si on va mettre de la moyenne, on va se retrouver sur du ventre mou, c'est-à-dire qu'on va plutôt lisser le dataset. Maintenant, si les résultats sont bons, pourquoi pas ne pas l'utiliser? Ouais. Voilà. Mais effectivement, il faut être très prudent sur ce que l'on fournit, parce qu'on est dans les probabilités. Donc forcément, quand on dit c'est OK à combien de pourcents? Donc après, du pourcent, tu te souviens de tes cours de maths, si on multiplie des probabilités, voilà. Ça peut vite descendre. Voilà, ça peut vite descendre, mais ça peut aussi être intéressant sur les calculateurs de vol aussi. Deux calculateurs à 98% et l'autre à 98% complètement indépendants, t'amènes 99,999. Mais c'est dans les deux sens. Je vois. Tu parles justement du coup des temps de réponse. Quand il y a cette notion d'aller entraîner 16 algos différents, ça prend combien de temps du coup de mener tout ce travail-là? Alors tout dépend, ça dépend des algorithmes. Les machine learning, ça va assez vite. Tout ce qui est deep learning, c'est plus long. Effectivement, quand on a 16 algorithmes et que chacun va prendre 10 secondes, donc ça va faire... Mais c'est que l'entraînement, on est bien d'accord. En production, c'est pas l'entraînement qui est pris. On fait le calcul là, dans ce cas-là. Donc là, ça va beaucoup plus vite. Je suis pas sûr d'avoir la nuance. Ah oui, c'est-à-dire que une fois que tu as entraîné, tu obtiens un résultat, des artefacts, ça s'appelle des artefacts, je crois, c'est qu'on a le cœur du sujet. Après, on soumet un cas d'usage, un jeu de données qui n'a pas été appris, et là, il va faire le calcul. Ça, c'est très rapide. Voilà. Par contre, c'est l'entraînement qui peut être très long. Et cet entraînement-là, on ne va pas le faire forcément chaque fois. Ça va dépendre du cas d'usage. Par exemple, on a été consulté pour prédire la durée de conservation, de stockage d'un container sur un port. Là, on voit bien que ça ne change pas tout le temps, quoi. Donc, avec le modèle qu'on avait entraîné, au bout de 3 mois, ils nous ont testé sur 3 mois, on avait toujours une précision qui était très bonne, sans réentraîner les modèles. Par contre, on va avoir d'autres... algorithmes, comme par exemple lorsqu'on met des capteurs sur des machines industrielles pour détecter pour prédire la panne finalement, là on va être obligé d'entraîner, dès qu'on a des nouvelles données, on va être obligé de réentraîner le modèle pour qu'il reste vraiment performant. Voilà, ça dépend aussi là vraiment du cas où on est. Mais du coup, c'est cette durée d'entraînement, on parle de quoi? De quelques minutes, quelques heures, quelques jours? Ça dépend. Beaucoup de choses, ça dépend. Si on a de la vidéo par exemple, c'est ce qui est le plus long en fait. Ensuite, c'est l'infra. Qu'est-ce que tu mets à disposition? Est-ce que tu mets de la puissance de calcul très importante ou pas? Voilà. Après, ça peut être effectivement de quelques heures, quelques secondes, puisqu'on peut faire des démonstrations devant le client où on part de zéro, et puis on l'entraîne. En 30 secondes, on a fait 16 algorithmes, par exemple. Voilà. Mais ça, c'est du tabulaire simple. Puis
Puis dès qu'on attaque de la vidéo, là, on peut passer dans la journée, et puis ça dépend si on a dédié la machine ou pas, si on l'a déployée complètement. Après, on pourrait imaginer, comme c'est containerisé, on pourrait la déployer à l'infini, mais bon, Amazon, lui, l'infini, c'est la facture à la fin. Ouais, c'est ça. Donc c'est ça qui est très coûteux. Hein. Et sur l'IA générative, à réentraîner, voilà, les montants sont assez faramineux. Hein. Tu évoquais tout à l'heure l'émergence d'un shadow IT avec ChatGPT. On le voit aussi avec le no-code. Les outils comme Make et compagnie ont été aussi une... Make qu'on utilise d'ailleurs. Oui. Et on a mis Mia à l'intérieur dans Make. Ouais. Bah, j'irai essayer. Il y a donc le Shadow IT, on trouve aussi avec Excel, hein, tous les employés qui se font des tableaux Excel de leur côté qui dupliquent ce que ferait pourtant déjà un ERP payé par la boîte. Et j'ai oublié ma question, dis donc. En pleine question. Oui, parce que du coup, vous faites quand même un outil no-code. L'idée, c'est de pouvoir permettre à des gens d'utiliser des outils d'IA sans passer du coup par le département IT. Exactement. Du coup, vous contribuez en fait à cette logique de Shadow IT, ou est-ce que de par la complexité de la solution, tu es obligé quand même de travailler du coup avec des départements IT? En fait, on est obligé en fait. Alors, effectivement, le métier, quand il voit Mia, il se dit tiens, j'ai un tableau Excel que j'aimerais bien voir s'il peut me prédire mon prochain chiffre d'affaires ou des choses comme ça. Bon, ok, il peut l'importer dans Mia, il peut le nettoyer, il peut comprendre ces données qui est à l'intérieur, puisque Mia le permet, et après il peut éventuellement entraîner pour prédire. Mais à un moment donné, de toute façon, il va avoir besoin d'un data scientist qui va regarder un petit peu quels sont les indicateurs qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas, ou si son jeu de données est équilibré. Hein, on peut imaginer qu'il a un fournisseur qui représente 90% des données, et puis il en a 4 autres qui ne représentent que 10%. Quand on va entraîner les modèles, forcément, le premier, à 90%, va ressortir plus que les autres. Donc, est-ce qu'on a vraiment équilibré le dataset? Non. Est-ce que le métier est capable de bien comprendre tout ça? C'est pas certain. Par contre, d'offrir la possibilité, une fois que j'ai fait mon premier test, de voir que ça fonctionne, que le data scientist me l'optimise, qu'avec la DSI travaille sur la production pour être capable aussi de fournir les données après, parce qu'il ne suffit pas d'avoir un jeu de données d'entraînement, mais il faut l'avoir tous les jours. Voilà. Donc tout ça fait que Mia est plutôt un support et va rassembler ces différentes populations pour aller du besoin jusqu'à l'exploitabilité et la partie technique. Okay. Voilà, et là, on va complètement se comprendre. Alors, ce qui est intéressant aussi dans Mia, c'est que le front, qui est le studio, travaille donc avec des API REST sur un back, et c'est le back qui est en production. Donc en fait, quand on déroule le cas d'usage, j'importe mes données, je les mets en qualité, j'entraîne mes modèles, je vais au résultat, et bien en fait on est déjà en production. Les deux parties qu'il faut traiter, c'est comment je me connecte au système d'information pour récupérer les données, ou le système d'information injecte dans Mia. Donc là, c'est tout par API REST ou connecteur. Et après, qu'est-ce que je restitue? Est-ce que je vais vers un Power BI, par exemple, un outil de BI pour donner l'information? Ou est-ce que je vais vers une application métier? Est-ce que je délivre un fichier? Peu importe. Voilà. Et ces deux connexions-là, mais le workflow Mia interne en production, une fois qu'on a validé le cas d'usage, il est prêt. Ouais. C'est ça l'astuce du front et du back, quoi. J'aime bien cette approche de dire que ça réunit les différents acteurs autour de ces outils-là. En fait, l'idée, c'est pas de permettre à n'importe qui, dans n'importe quelle boîte, d'aller utiliser de l'IA tout seul. Pas du tout. Hein. En plus, il y a des rôles, il y a toute une partie administration. Hein, donc, il y a un super administrateur qui, lui, va faire toute l'architecture et le déploiement de l'outil. Il y a l'administrateur qui va déclarer les rôles de chacun. Les habilitations, est-ce qu'il peut voir ça? Ça va très finement en fait à l'intérieur. Qui peut apporter des données, comment? Ah oui, exactement. Qui peut les consulter uniquement et pas qui peut entraîner les modèles ou pas, voilà. Mais ce qui est important aussi, c'est que au travers du no-code, on pourrait imaginer qu'on a tout encapsulé et que rien n'est ouvert, mais tous les algorithmes sont complètement open, c'est-à-dire que le data scientist peut les voir, les noms sont connus des open source. Bon, après, il y a les nôtres qu'on a développés avec Polytechnique, mais il peut modifier ses hyperparamètres, et s'il le souhaite, il peut très bien le développer en Python à côté, s'il veut vraiment faire du Python. Après, pour passer à l'échelle, il va peut-être taper à notre porte, mais voilà. Donc c'est un vrai boilerplate de l'IA, en fait, pour une entreprise qui veut s'y mettre, mais qui a déjà des compétences en interne pour le faire. Alors, oui, il faut des compétences en interne, oui, il faut qu'il y ait une DSI.
Enfin une DSI, disons des représentants de la DSI pour les data, et puis Mais il faut un data scientist, enfin tu vois, c'est data comme... scientist, sauf je dirais dans les cas d'usage où on a pu industrialiser ou verticaliser ces approches-là sur certains clients. Voilà. Alors nous on est plutôt dans l'approche transverse, on dit aux clients prenez en main votre destin au niveau de l'IA, puisqu'ils nous posent la question aussi par rapport au moi j'ai un outil métier, forcément il m'embarque de l'IA à l'intérieur. Alors que pourquoi j'utiliserais pas plutôt l'outil métier avec l'IA plutôt que MIA par exemple. Donc là déjà les premières questions qu'on leur pose, et qu'ils posent d'ailleurs aux fournisseurs, c'est ok, mais sur quels algorithmes vous appuyez pour nous donner des informations quand même on peut prendre des décisions dessus. Ça c'est pas forcément ouvert. Ensuite, vous avez entraîné les données avec quelles données? Parce que nous, vous n'avez pas demandé d'autorisation. Donc, vous avez pris nos données, d'autres données. Donc, si c'est d'autres données, pourquoi ça marcherait pour nous? Et si c'est les nôtres, pourquoi vous ne nous avez pas demandé notre avis pour les faire? Voilà. Donc, nous, on est complètement transparent. On ouvre le capot là-dessus. Et on permet vraiment, comme tu l'as compris, d'associer les différentes IA par rapport à l'activité pour en faire ressortir sa valeur. Parce qu'après, quelle est la valeur d'un qui a acheté cet outil-là et qui a cette fonctionnalité par rapport à l'autre qui a la même? Voilà. Bon, après, c'est ces données, ok, mais quand même, je veux dire, on va un peu lisser tout ça. Donc, on va pas aller vers la valeur ajoutée que peut apporter une structure, quoi. Donc, nous, c'est vraiment là-dessus qu'on est. Ok. Pour terminer sur cette notion on a déjà parlé un petit peu, mais cette notion de protection de la data, notamment pour chaque client. On a vu tout un tas d'histoires autour de ChatGPT avec des gens qui arrivent à faire dire des choses à ChatGPT qui venaient en fait d'autres utilisateurs ou d'autres sociétés. On a le cas aussi avec Copilot qui a ressorti des bouts de code d'Expedia, je crois, à certaines personnes. Enfin, c'est du coup un vrai problème. Ça, aujourd'hui, du coup, pour toi, la seule solution, c'est ce côté single tenant que vous avez. Privatif. Entièrement dédié. Voilà, mais c'est ce qu'attendent... en tout cas, c'est ce qu'on a compris des attentes de nos clients. C'est vraiment d'être dans leur espace privatif. Alors, ils profitent évidemment, puisque le LLM a été entraîné sur la totalité. Donc, ils ont peut-être les bouts de code dont tu parlais tout à l'heure. Mais en tout cas, voilà, il n'y a rien qui va sortir par rapport à tout ce qui va pouvoir réentraîner dessus. Et donc, ils vont garder finalement et la propriété de ce qu'ils mettent dedans, et surtout la valeur ajoutée de ce qu'ils pourront en faire. Parce que un LLM, c'est bien joli, mais il y a aussi la façon dont on l'interroge et la façon dont on s'en sert. Voilà. Oui, parce qu'en fait, les LLM que vous entraînez, en fait, vous les surentraînez, donc vous prenez des LLM qui sont déjà... tout à fait. Là, ont déjà on a testé entre Mistral, Llama 2, et on a challengé ChatGPT aussi, on a challengé plusieurs. Bon, on est capable de les interchanger, parce que ça va tellement vite que, voilà, donc est-ce qu'il est à 7 milliards de paramètres, est-ce qu'il est à 13, enfin bref, tout ça, on l'a intégré. Après, la grosse difficulté et le coût que va avoir le client, c'est l'entraînement au niveau de l'infra. S'il veut qu'on l'entraîne à plusieurs reprises pour bien voir que ça fonctionne, parce qu'il faut quand même le tuner, et c'était un vrai métier, ça va lui coûter un petit peu cher quand même. Voilà. Top, merci beaucoup Pascal pour cette discussion. Merci Bruno. Avant de terminer, j'aurais 2 questions pour toi qui sont les questions rituelles du podcast. La première, c'est est-ce qu'il y a un contenu ou une ressource, quelque chose que tu aimerais partager avec l'ensemble des auditeurs? Oui, moi j'ai vraiment adoré, et je le conseille à chaque fois à mes collaborateurs, c'est d'aller voir la vidéo de Luc Julia sur YouTube. C'est l'intelligence artificielle n'existe pas. Voilà. Donc lui il pose le décor, et comme nous, on ne fait pas de IA d'Hollywood. Voilà. Et il a une explication vraiment très claire et très ludique aussi. C'est très agréable d'écouter sa présentation, et on comprend véritablement que l'IA, c'est très puissant, mais ce sont des outils qui sont... comme les autres, quoi. Enfin, voilà, faut les considérer comme des outils, comme on a eu dans différentes époques à se servir, et c'est pas forcément la panacée où ça va pas résoudre tous les problèmes, quoi. Et donc, il prend un exemple très juste sur le marteau. Voilà. Quand on n'avait pas de marteau, c'était un peu compliqué de planter un clou, quoi. Et puis après, si un marteau, je peux très bien m'en servir pour taper. Je vous fais un peu le teasing de l'introduction. Je peux taper sur des gens aussi. Donc, mais c'est pas le marteau qui tape sur les gens, c'est qu'il y a quelqu'un au bout qui va taper dessus. Voilà, là c'est un peu la même chose. Donc, pour bien remettre les choses en place, voilà, des outils très puissants, spécialisés. Effectivement, il faut s'en servir. C'est important. Mais voilà, on n'est pas encore au stade de Terminator.
Enfin, en tout cas, nous, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est pas ça. Ouais, on en est loin. Clairement. Et la dernière question, est-ce que tu es plutôt espace ou tabulation ? Alors moi, je suis totalement tabulation, puisque dans mon expérience passée, j'ai beaucoup utilisé Word, et les personnes qui utilisaient Word, et elles mettaient des espaces. Et les espaces, c'est une catastrophe quand on tape du texte, puisqu'après derrière, voilà, c'est pas formaté, c'est pas au niveau des styles, etc. Donc je suis vraiment tabulation. Très bien. Merci beaucoup Pascal. Merci Bruno. Et merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Voilà, allez tester Mia, vous verrez, ou en tout cas incitez votre DSI à jeter un œil dessus. Ça peut être effectivement intéressant et c'est un moyen du coup de toucher à l'IA de manière un peu plus globale que juste du chat GPT ou du Copilot. Ça peut toujours valoir le coup. Merci aussi toujours de partager ce podcast autour de vous. N'hésitez pas à vous abonner si vous écoutez cet épisode sans être abonné. Pensez à le faire, c'est toujours un moyen de soutenir ce podcast et d'aller mettre un commentaire 5 étoiles sur votre application de podcast préférée. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, codez bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno, @ifthisdendev ou @bibir, B-I-B-E-A-R. Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site ifttd.io. Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@cosavostra.com. Merci à tous.